Bonjour à tous, merci pour leur confiance. Vous êtes sur la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangou. Nous sommes à Kinshasa, Boébé Mission Labino. C'est bilingue, mais nous recevons aujourd'hui les professeurs Florentin Mokonda Bonza. Nous parlerons de la situation sécuritaire, en tout cas dans notre pays. On parlera des opérations conjointes lancées à l'est du pays. Est-ce que ça peut se faire? On en parle également avec notre invité. Incursion rwandaise, on dénonce ça très souvent. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'un affrontement entre l'armée ougandaise et celle du Rwanda, comme ça a été déjà fait à Kisangani? État de siège, 13e prorogation, on en parle également. Est-ce qu'on doit continuer avec cet état des choses? Élection en 2023. Comment les professeurs Florentin Mokonda Bonza jugent la procédure qui a mis en place les bureaux Denis Kadima? Et on parlera également de la dépolitisation de la CENI demandée par plusieurs partis politiques et plateformes politiques, même l'Église catholique également. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de parler d'une CENI dépolitisée, bloc patriotique? Comment il interprète ou comment il comprend l'appel à un consensus pour des élections apaisées et crédibles? Il va aussi commenter la position actuelle de l'Église catholique et protestante. Et nous allons terminer par la question qui défraie la chronique sur la loi sur la congolité. C'est une protection de la souveraineté ou une loi discriminatoire? En tout cas, nous parlerons de tous ces sujets avec notre invité. Il est le président de la Convention de démocrates chrétiens, professeur d'université, Florentin Mokonda Bonza. Restez connectés. Professeur Mokonda Bonza, bonjour. Bonjour madame. Les FARDC et l'armée rwandaise ougandaise mènent des opérations conjointes à l'est de la RDC, mais ces opérations n'ont pas eu, comme on l'entend, l'autorisation du Parlement. Est-ce que ça peut se faire? Je crois qu'il y a un problème très sérieux dans notre pays. Ceux-là même qui gouvernent notre pays ne respectent pas la Constitution. Ce qui vient de se faire par le président Félix-Antoine Tshisekedi est vraiment triste parce que il refait ce que son prédécesseur, Joseph Kabila, avait déjà fait en 2009. En 2009, le président Joseph Kabila a signé un accord avec le président Kagame sans que le Parlement n'ait été consulté, et les troupes rwandaises sont entrées au Congo. Et depuis lors, les troupes rwandaises n'ont plus jamais quitté le Congo. Les troupes rwandaises se trouvent au Congo comme troupes rwandaises. Elles se trouvent également au Congo au sein des FARDC. Et maintenant, c'est le président Tshisekedi qui réitère le même comportement sans se concerter avec le Parlement, comme le demande la Constitution. L'article 85 de la Constitution est clair à ce sujet. Le président peut prendre une décision concernant soit l'état d'urgence ou soit l'état de siège. Mais il doit en informer le Parlement. En 2009, Joseph Kabila n'avait pas informé le Parlement. Et quand Vital Kamerhe avait protesté, on a obligé Vital Kamerhe à démissionner. Et je me rappelle que j'étais au Sénat. Nous avons sollicité du président du Sénat une session extraordinaire parce que nous voulions que cette question soit débattue, mais le président de la République a fait pression sur le président du Sénat et cette session extraordinaire n'a jamais eu lieu.
Vous avez raison de dire que nous avons l'armée rwandaise sur notre territoire. Nous avons maintenant l'armée ougandaise qui vient officiellement de se faire inviter dans notre territoire. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'un affrontement entre les deux armées? Surtout qu'en l'an 2000, au mois de juin, à Kisangani, vous l'aviez rappelé, il y avait déjà affrontement entre forces ougandaises et forces rwandaises. Alors, le pire et ma crainte, en même temps ma révolte, c'est le fait que ces deux pays sont justement ceux qui avaient soutenu deux grands mouvements rebelles. L'Ouganda avait soutenu les MLC, les RCD a soutenu le Rwanda a soutenu le RCD. Mais avant cela, parce qu'il faut que les jeunes connaissent l'histoire de leur pays, en 1996, c'est l'Ouganda et le Rwanda qui avaient soutenu l'AFDL. Donc, ces deux pays voisins qui sont considérés comme des pays frères, on se rend compte qu'en réalité, ils ont d'autres objectifs sur notre pays. On sait ce qui s'est passé lors de la guerre de l'AFDL. On sait également ce qui s'est passé lors de la guerre du MLC et du RCD. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes armées qui se retrouvent sur notre territoire. Je pense que le risque est grand. Le président de la République a pris un gros risque qui risque un jour de lui coûter très très cher. Professeur, je voulais revenir sur l'autorisation. Est-ce que c'est obligatoire que les présidents consultent les parlements avant de prendre une telle décision? Mais c'est prévu dans la Constitution. Si vous voulez, je vais prendre... Parce que j'ai entendu le porte-parole des FRDC qui a dit que ce n'est pas toujours obligatoire qu'on ait l'autorisation du Parlement. Je vais lire l'article 85 de la Constitution pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Donc, ça veut dire que le président de la République, il est tenu de se concerter avec le chef du gouvernement, le Premier ministre et les présidents des deux chambres. Puisque la partie est déjà en état de siège, donc... Non. Mais là, c'est une armée étrangère qui entre dans notre pays. C'est une armée étrangère. Il ne peut pas inviter une armée étrangère sans informer le Parlement. Sans informer le Parlement. Voilà. Alors, dans ces opérations conjointes, la MONUSCO ne prend pas part dans ces opérations. Bon, quel risque court le pays sans une observation d'une institution internationale? C'est comme je le disais tout à l'heure, le président Tshisekedi vient de rééditer ce que son prédécesseur avait fait. Quand il s'est agi à un certain moment de lutter contre le FDLR, il y a eu un accord entre le Rwanda et la RDC pour traquer les FDLR sans la MONUSCO. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Les mêmes causes produisant les mêmes effets
on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que les deux présidents cachent à la communauté internationale. Hier, c'était la RDC et le Rwanda. Aujourd'hui, c'est toujours la RDC et l'Ouganda. Qu'est-ce qu'ils cachent? Pourquoi ne veulent-ils pas que la MONUSCO, qui est une structure de l'Organisation des Nations Unies, qui se trouve justement au Congo, à la demande du gouvernement congolais. Et aujourd'hui, le président décide que la MONUSCO, que le Congo a invité, ne puisse pas participer à de telles opérations. C'est que généralement, on ne veut pas que l'on voit. Parce qu'aujourd'hui, l'Ouganda est en train de bombarder. Est-ce que sommes-nous sûrs que les victimes ne sont que de ADF? Surtout qu'en 2009, l'Ouganda était déjà venu bombarder au Congo pour traquer les LRA, en accord avec le président Kabila. Et là aussi, le Parlement n'avait pas été informé. Mais un dimanche, en 2008, fin 2008, en décembre 2008, un dimanche, des avions de combat ont atterri à Isiro. Et nous avons été informés par nos frères qui se trouvent à Isiro. Moi-même, ici, qui parle en ce moment, j'ai essayé de me renseigner. J'ai pris contact notamment avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, dont je ne veux pas citer les noms. Mais c'est une des grandes personnalités de ce pays. Et finalement, j'avais compris, même s'il n'avait pas voulu me donner des détails, mais quand il y a eu des bombardements, j'ai compris que c'était les Ougandais qui étaient là pour traquer les LRA sur notre territoire et sans la collaboration de notre armée. Ça, c'est encore plus grave. Donc, en réalité, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dépasse toutes les normes. C'est normal que le gouvernement, que le président de la République cherche à ramener la paix dans le pays. Personne ne peut lui en vouloir pour ça. Au contraire, on ne peut que lui jeter des fleurs. Mais il y a la procédure, il y a la forme qu'il faut respecter. Et là, la forme n'a pas été respectée et on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de risques que le Congolais soit parmi les victimes de ces opérations. Est-ce que l'Ouganda ne le fait pas tout simplement pour des raisons économiques? Parce qu'aujourd'hui, ce que le peuple de Kinshasa ne sait pas, c'est l'Ouganda. Tout le commerce qui se fait dans cette partie de la province orientale du Nord Kivu, c'est avec l'Ouganda. Tous les produits congolais sont exportés par l'Ouganda. Ce sont des produits qui entrent en fraude et sont exportés par l'Ouganda. Et économiquement, c'est l'Ouganda qui en bénéficie. Et quand, par exemple, on apprend que l'Ouganda va venir construire des routes chez nous, mais c'est au bénéfice de l'Ouganda, ce n'est pas au bénéfice de la République démocratique du Congo. C'est un peu tout cela, toutes ces décisions qui sont prises par nos hautes autorités et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat au niveau national pour qu'on voit est-ce que c'est intéressant, est-ce que le pays gagne, est-ce que le pays perd. Est-ce que c'est une décision qui a été prise, selon vous, à la légère? Bon, je ne peux pas dire que le président de la République est un homme léger. Je dois le respecter, il est président de la République de notre pays. Mais je pense que la décision n'a pas été suffisamment mûrie. Que la décision, s'il y avait un débat, peut-être qu'en ce moment-là, le président aurait pu obtenir le soutien d'une grande partie de la communauté nationale. Or, jusque maintenant, chaque fois que j'ai eu des informations, il n'y a que de critiques. C'est-à-dire que les gens n'ont pas apprécié la décision qui a été prise. Voilà. Alors, avec cette intervention de l'armée ougandaise, peut-on déjà conclure que les FARDC sont limités ou ne peuvent pas lutter contre ces ADF?
Mais en fait, la décision qui a été prise par le président de la République, si on regarde l'autre revers de la médaille, le gouvernement et le président de la République ont montré, ils ont démontré l'incapacité des FARDC. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que au sein des FARDC, il y a des officiers valeureux. Les Congolais, et ce sont les Congolais quand même sous l'encadrement des Belges qui ont battu les Allemands au Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, pendant la guerre 14-18. Ce sont les Congolais sous l'encadrement des Belges qui ont battu les Italiens en Éthiopie entre 1940 et 1945. Rappelez-vous, ici dans la commune de Kasavubo, Sayo, Gambela, Assosa, Éthiopie et ainsi de suite. Et puis toutes ces avenues-là qui sont traversées par une autre avenue qui s'appelle l'avenue de la Victoire. Donc c'est la victoire de la force publique dans toutes ces villes-là, dans toutes ces régions-là. Donc ça montre que les Congolais, s'ils sont bien encadrés, ils sont capables de se battre, ils l'ont déjà démontré dans le passé. Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'armée. Le chef de l'État l'avait dit, il a parlé de l'infiltration, il a parlé des officiers qui seraient dans la mafia. Je veux bien, mais il ne suffit pas de le dire. Il faut alors prendre des sanctions, il faut alors prendre un certain nombre de décisions pour restructurer, pour essayer de sanctionner s'il y a des officiers qui sont des affairistes. Bon, il faut prendre des sanctions. S'il y a des officiers qui sont dans la mafia, il faut prendre des sanctions. Mais il y a aussi des bons officiers. Il faut donner le moyen qu'il faut à l'armée, à ceux qui sont sur le terrain. Parce que quand vous apprenez ce qui se passe à Ituri, ce qui se passe dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, les militaires qui sont sur le terrain, qui combattent là-bas sur le terrain, ils ne sont pas toujours mieux rémunérés, ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien logés, et ainsi de suite. Et tout ça, je crois que ça les met dans une situation morale telle qu'ils ne peuvent vraiment pas combattre. Et surtout s'ils savent que leurs femmes qui sont restées ici à Kinshasa sont en difficulté, ne reçoivent pas le reste de la solde qu'on devait leur payer. Tout ça, ça ne met pas les gens dans des dispositions psychologiques pour pouvoir bien se battre. Donc je crois qu'il y a un effort que le gouvernement doit faire pour mettre les militaires, non militaires, dans une situation psychologique et morale leur permettant de lutter pour leur pays jusqu'au sacrifice suprême, parce certains vont jusqu'au sacrifice suprême et l'État les oublie et le gouvernement les oublie. D'aucuns redoutent déjà une procédure de balkanisation de la RDC avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Que pensez-vous? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais je pense que le Congo ne sera pas balkanisé. C'est depuis 1960, le monde a parlé déjà de la balkanisation. Le Congo ne sera pas balkanisé parce que les Congolais ont appris à vivre dans leur pays, dans l'unité, dans la cohésion, dans la solidarité, et nous nous battrons toujours. Et nos enfants se battront pour que le pays reste un et indivisible. Je voudrais rappeler qu'à un certain moment en Europe, l'Allemagne a occupé une partie de la France, l'Alsace et la Lorraine. Mais plusieurs dizaines d'années plus tard, plusieurs décennies plus tard, la France a recouvré l'Alsace et la Lorraine, elles sont redevenues françaises. Donc, nous comprenons qu'il y a des velléités d'occupation de notre territoire par certains pays voisins qui veulent déverser sur notre territoire le trop-plein démographique de chez eux. Mais s'ils ont l'ambition de faire du Congo leur pays, c'est-à-dire faire la partition du Congo, ils trouveront les Congolais sur leur chemin. Nous allons nous battre, nos enfants se battront, nos arrière-petits-enfants se battront
pour notre pays. C'est un pays que Dieu nous a donné. Et pourquoi Dieu nous a donné? Parce qu'en 1884-85, à la conférence de Berlin, il n'y avait pas un Congolais. Mais comment vous pouvez vous imaginer que tous ces Blancs qui étaient entre eux, ils ont fait la carte de notre pays, ils ont appelé ça État indépendant du Congo sans la présence des Congolais. C'est qu'il y avait la main de Dieu. C'est notre pays. Mais nous ne refusons pas que d'autres Africains viennent ou d'autres Européens viennent chez nous solliciter la naturalisation pour devenir Congolais. Mais ce que nous refusons, c'est qu'on nous prenne pour des idiots et que par des artifices, par la ruse, on occupe une partie de notre pays pour le détacher du Congo. Ça, je crois que le pasteur Ekofo l'avait déjà dit et nous devons continuer à le marteler haut et fort. Avant de boucler complètement ce dossier sur l'insécurité à l'est du pays, le chef de l'État n'a cessé de le dire, il va favoriser plus la diplomatie pour régler les problèmes de l'Est avec nos voisins, qu'il appelle souvent ses collègues frères. Avec tout ce qui se passe, vous venez de le dire, les deux pays sont parmi les pays agresseurs de notre pays. Comment comprenez-vous justement cette position du président de la République de privilégier toujours la diplomatie? Certains pensent déjà d'une diplomatie de courbette. Quand vous regardez l'Europe fonctionner aujourd'hui, l'Allemagne a fait la guerre à la France, à la Belgique, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, à la Pologne, à la Tchécoslovaquie, jusqu'à la Russie. Après la fin de la guerre, on a commencé à reconstruire l'Europe. On a fait même au niveau de l'Europe une entité supranationale, l'Union européenne. Mais même au sein de l'Union européenne, chaque pays défend ses intérêts. Chaque pays a son armée. L'OTAN existe. Mais la France a son armée. Le Royaume-Uni a son armée. La Belgique a son armée. Les États-Unis sont alliés avec les Européens depuis la Première Guerre mondiale et beaucoup plus encore après la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous voyez, dernièrement, vous avez appris qu'entre la France et les États-Unis, il y a eu un couac. Donc ça veut dire, la diplomatie, il faut la faire. Le monde ne peut pas vivre qu'avec la guerre. On a besoin de la diplomatie. Mais dans les relations internationales, il y a un problème de rapport de force. Celui qui est fort, c'est lui qui risque d'imposer sa manière de voir les choses. Donc si vous essayez de tout régler par la diplomatie, alors que vous-même vous êtes faible, mais les autres vont vous imposer leur philosophie, ils vont vous imposer leur ligne de conduite. La diplomatie, c'est une bonne chose, mais le rapport de force en est une autre. Il faudrait que le Congo puisse, en tout cas, recréer son armée, qui puisse l'équiper. Voilà, ce sont les Ougandais qui viennent avec leurs avions. Nous sommes sous embargo. Nous n'avons pas d'avion. Heureusement, la RDC est sous embargo. Alors la diplomatie doit pouvoir jouer au niveau international pour qu'on mette fin à l'embargo. La diplomatie, ça ne doit pas être uniquement avec nos voisins. La diplomatie doit également être à tous les niveaux, au niveau international, au niveau des grands décideurs du monde, pour qu'on puisse mettre fin à l'embargo. J'étais tentée de dire, comme c'est qu'on entend, que c'est ce qui explique les voyages multiples du chef de l'État. Bon, on va parler de l'état de siège. L'Assemblée nationale a prorogé pour la 13e fois l'état de siège. Vous pensez qu'on doit continuer avec cette allure de prorogation à prorogation en traitant sur le terrain nos frères qui sont là, ils dénoncent des cas récurrents d'assassinats, des tueries qui continuent. Mais le simple fait que
on ait fait venir des troupes ougandaises montre que l'état de siège a échoué. Parce que quand on a commencé l'état de siège, c'était qu'avec nos forces armées. Mais l'état de siège n'a pas empêché l'insécurité de continuer à se développer, notamment à Ituri et dans le Nord Kivu. Comme vous le dites, on a continué à tuer. À Beni, on tue chaque jour. À Ituri, on tue chaque jour. Dans le territoire de Mahagi, il n'y a pas plus de 2 ou 3 jours, on a tué. Et puis, les gens dans le territoire de Mahagi aujourd'hui, ils disent qu'ils ne vont plus payer les impôts. D'ailleurs, ils ont décrété même une ville morte. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment, depuis que l'état de siège a commencé, que des intrus, de malfrats, continuent à tuer impunément alors que l'armée est là. Donc je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, que l'on puisse examiner sérieusement la question. Mais je me demande si l'Assemblée nationale, la manière dont elle a été récomposée, si elle est à même de pouvoir porter ces débats-là, je crois qu'il est vraiment temps que ces débats puissent avoir lieu au niveau de l'Assemblée nationale pour voir si ça vaut la peine de continuer avec l'état de siège. Personnellement, en étant au courant de ce qui se passe sur le terrain, je crois que ça ne sert absolument à rien. Voilà, nous allons parler élection de 2023. Serez-vous candidat à aux prochaines échéances électorales? J'étais préparé pour être candidat aux élections de 2018. Mais, en dernière minute, je me suis désisté. Parce que toutes les informations à ma disposition en ce moment-là ont révélé que d'abord le président Joseph Kabila voulait se représenter et quand bien même en dernière minute, grâce à des pressions qui ont été exercées sur lui, il a désigné un dauphin, mais toutes les dispositions avaient été prises avec la CENI pour que, aux élections, la famille politique du président Joseph Kabila ait la majorité au Parlement. C'est ce qu'on a vu quand on a proclamé les résultats des élections législatives et provinciales en 2019, en janvier 2009. Donc, le FCC était majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales et ainsi de suite. C'est quelque chose d'anormal quand on parle d'une alternance. Et aujourd'hui, en réfléchissant, je me dis, en 2006, l'abbé Malou Malou, paix à son âme, était le président de la commission électorale indépendante. Mais ce fut un abbé proche du président Joseph Kabila. Et je sais de quoi je parle. J'étais au dialogue en 2002 en Afrique du Sud. Et avant ça, en 2001, j'avais reçu l'abbé Malou Malou chez moi parce qu'il m'avait demandé, il était recteur de l'université catholique de Graben, il était venu, qui ne va pas voir la tribu ou l'ethnie, la procédure, elle est viciée, elle est biaisée. Parce que autant en 2019 ou 2020, le président avait refusé Malunda, parce que les deux poids lourds de confession religieuse n'étaient pas favorables,
n'avait pas signé le PV. On dit que les cas Malonda n'est pas le même que celui de Kadima. Malonda a été récusé par l'église qu'il avait soutenue, mais Kadima était resté soutenu par l'église qu'il avait portée. Bon, moi, je ne voudrais pas entrer dans de polémiques. Moi, je parle de faits. Le fait Malonda est identique au fait Kadima. Est identique. Mais le fait que le président ait quand même décidé de le nommer, je crois que ça vicie tout. Et à partir de ce moment-là, même si techniquement il peut se révéler un homme valable, compétent, mais ça le poursuivra. Quel que soit l'acte qu'il va poser, on ne verra que son lien ou ethnique avec le président. Et on a vu ça en 2011 avec Ngoï Mulunda qui était du Katanga et Joseph Kabila. Donc c'est du déjà vu. Je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à une CNI qui soit vraiment tout à fait indépendante, qui soit apolitique. Comment? On y a déjà pensé dans le passé. Quand le Parlement devait refaire la loi organique pour passer de la CEI à la CENI, ceci se passe en 2010-2011, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a défendu les dossiers au niveau du gouvernement, est venu les soumettre au Parlement. Et le dossier est arrivé d'abord au Sénat. Et fort de tout ce qu'on entendait en ce moment-là, de toutes les tentatives que le PPRD avait déjà commencé pour pouvoir modifier la Constitution et ainsi de suite, et là on n'était même pas encore arrivé à la révision de la Constitution qui est intervenue en janvier 2011. Ici nous sommes en 2010. Le Sénat a proposé une composition de la CENI totalement apolitique. Et la loi organique a été votée au Sénat. La composition, c'était comment? Avec uniquement la société civile. Mais pas une société civile trop proche du pouvoir ou... C'est ce qu'on voit en RDC. Voilà. Mais il existe dans la société civile congolaise des organisations dans lesquelles, de la société civile, dans lesquelles on peut trouver des hommes qui ne sont pas proches ni du pouvoir ni de l'opposition. Il en existe. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans certaines organisations. Par exemple, vous prenez le corps des avocats, l'ordre des avocats. Vous prenez l'ordre des médecins. Vous prenez par exemple aujourd'hui l'ordre des architectes. Vous prenez encore aujourd'hui, par exemple, toutes les organisations qui s'occupent des questions électorales. Vous prenez des organisations qui s'occupent des droits de l'homme et ainsi de suite. Il y a tellement d'organisations qui sont totalement apolitiques au sein desquelles on peut trouver des hommes et des femmes pour composer la CENI, si l'on veut vraiment dépolitiser la CENI. Mais quand la loi a été votée au Sénat et qu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale, c'était le PPRD, a tout chamboulé. A remis quoi? Que la majorité au pouvoir doit également être majoritaire au niveau de la CENI. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'UDPS qui était avec nous hier dans l'opposition, qui était contre, maintenant qu'elle est au pouvoir, elle fait exactement ce que Kabila faisait hier. Donc c'est pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Je crois qu'avec ça, on n'aura jamais des élections crédibles. Mais dans d'autres pays, dans le monde, c'est les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Il n'y a pas de CENI.
Il n'y a pas de CENI. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel il faudrait penser. Comment faire pour améliorer le fonctionnement du ministère de l'Intérieur? La fraude, on ne peut jamais la supprimer à 100%. Même aux États-Unis, on a parlé de la fraude. Même en Europe, on parle de la fraude. On ne peut jamais la supprimer à 100%. Mais on peut la réduire. Vous avez vu qu'en France, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas du vote électronique. On parle du vote électronique en France. Mais ici, nous avions refusé le vote électronique. Mais certaines personnes, même de l'opposition, ont dit « Ah non, nous y allons. » Et, bon, on n'est pas là, c'est un passé. Mais on a toujours besoin du passé pour pouvoir baliser l'avenir. Il faut toujours tirer les leçons du passé pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Donc je pense qu'il est possible, si l'on veut, c'est question de vouloir. Voilà. La volonté politique, on dit. Alors, aujourd'hui, la CENI est déjà mise en place. Il y a des partis politiques et plateformes politiques et même des mouvements citoyens qui appellent à un consensus pour des élections apaisées. Comment vous comprenez cette invitation appelée à un consensus? Est-ce qu'on ira toujours en dialogue comme on l'entend toujours? Parce que nous savons que les Congolais, quand on parle du consensus, on sera autour de la table et essayer de partager du gâteau. Mais bon, quand on parle du consensus, ce n'est pas nécessairement pour que on aille se partager les gâteaux. Malheureusement, dans notre pays, chaque fois que l'on parle du consensus, le corollaire, c'est le partage du gâteau. Dans nos sociétés traditionnelles, on a toujours fonctionné par consensus. Le chef n'a jamais pris la décision tout seul. Le chef a des notables. Les notables représentent des groupements de population qui constituent par exemple une chefferie. Ou dans les cas par exemple, il y a des royaumes qu'on a connus comme le royaume de Congo, comme le royaume, je ne sais pas moi, de Lunda et ainsi de suite. Et les discussions ont lieu dans ces forums-là. Quand il y a un consensus qui se dégage, le consensus ne veut pas dire unanimité, on n'a pas de vote, mais on voit qu'il y a une tendance qui se dégage. Et si cette tendance donne satisfaction, une tendance qui soit parfaite, qui puisse satisfaire tout le monde, elle n'existe pas. Mais s'il y a une tendance qui se dégage, et on voit qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui s'aligne derrière cette tendance-là, on dit qu'il y a un consensus. En ce moment-là, quand les chefs parlent, c'est sous le contrôle des autres parce qu'il a discuté avec les autres, il y a eu un débat et du débat s'est dégagée cette solution-là. Moi, par exemple, avec un certain nombre d'amis, c'est depuis 2018, avant même les élections, que nous avons proposé cette solution-là. Parce que nous étions sûrs, en tout cas moi personnellement, j'étais sûr que après les élections, ce sera égal à avant les élections. J'ai même fait avec des amis plusieurs déclarations avant les élections, en 2019, en 2020. Bon, quand finalement nous nous sommes rendus compte que les gens n'étaient pas intéressés par cette solution, nous nous sommes tus. Mais le fait pour nous de nous taire ne veut pas dire que nous avons tort, que la manière dont nous avions pensé n'était pas bonne. Si aujourd'hui on parle de consensus, je pense que ça vaut la peine pour éviter que nous allions aux élections et qu'après les élections, nous revenions encore à la situation que nous sommes en train de décrier aujourd'hui. Donc, personnellement, je considère que ça a toujours été chez nous, chez les Bantous. C'est ça notre philosophie, c'est ça notre manière de gouverner. Voilà pourquoi on a toujours parlé de l'arbre
à palabre. Les gens se mettent sous un arbre, ils discutent, et puis c'était ça nos salles polyvalentes, mais sous un arbre pour discuter et pour essayer de trouver des solutions. Donc je pense qu'aller aux élections sans qu'on se soit mis d'accord, avec déjà une CENI qui est contestée, c'est trop risqué pour l'avenir de notre pays. Et cela, au fur et à mesure que nous nous divisons, notre division profite à nos ennemis. Et vous qui parliez tout à l'heure de la balkanisation, ceux qui travaillent pour la balkanisation, ils ne peuvent que nous pousser à être à tout moment divisés et à poursuivre nos discussions ici, stériles, pendant que eux, sur le terrain, ils sont en train d'avancer. Donc, nous avons intérêt à pouvoir nous mettre ensemble, à nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs, parce que ce sont les valeurs qui fondent un pays, et après de reconstruire notre pays dans l'unité pour que le Congo reste un et que le Congo reste toujours indivisible. Je rappelle que nous recevons le professeur Florentin Mokonda Bonza. Il est président de la Convention des démocrates chrétiens, professeur d'université. Il fut sénateur dans ces pays. Professeur, comment jugez-vous la position actuelle de l'Église catholique et l'Église protestante? Bon, je ne juge pas le protestant, encore moins le catholique, sur les décisions qu'ils ont prises. Je crois que c'est l'Église protestante qui a décidé, la première, à se retirer de la plateforme, et depuis quelques jours, c'est le tour de l'Église catholique. On peut vouloir ou ne pas vouloir. Les cadres congolais ont été formés principalement par les catholiques depuis avant l'indépendance. Et après, ce sont les protestants. Ce sont les protestants. Aujourd'hui, l'Église du Christ au Congo. Ce sont les deux églises les mieux organisées. Non seulement du point de vue de l'éducation, dans les secteurs de l'éducation, mais les secteurs de la santé. Et ce sont des églises qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Et ne pas prendre en compte le point de vue de ces deux églises, je considère que c'est un gros risque. C'est un gros risque. Et donc, je pense que le gouvernement, le président de la République, j'ai vu qu'il y a une délégation qui est allée voir le cardinal, une forte délégation composée de chefs de corps, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Ce sont trois... Bon, les conseillers, ils représentent le président de la République, mais lui n'est pas chef de corps. N'est pas chef de corps. C'est d'ailleurs un homme de l'ombre. Mais c'est une personnalité importante, et surtout, le conseiller spécial, c'est une personne qui a de l'expérience, a beaucoup travaillé. Ils sont allés chez le cardinal, sont allés chez le président de l'ECC. C'est une bonne chose. On a également vu les catholiques être reçus par le président de la République, une délégation de la CENCO. C'est une très bonne chose. On ne peut pas faire la guerre aux églises, même s'il y a séparation entre l'État et l'Église. C'est pas bon de faire la guerre à l'Église.
ce n'est pas bon d'humilier l'Église. L'Église représente l'autorité morale. L'autorité morale. Parce que faire la guerre à l'Église, on a déjà vu ça dans le passé. Mobutu fut un homme fort, très fort même. Il a fait la guerre à l'Église catholique, lui-même étant catholique. Mais il a été obligé de battre en retraite. Le centre Lindongue, c'est Mobutu qui a construit pour le cardinal Malula, pour la réconciliation. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que Mobutu avait confisqué la résidence du cardinal Malula, qui est située sur le boulevard, comment on appelle ça, Sendwe. À côté de là où se trouve l'institut, il y a un institut supérieur de statistiques. Il y a un bâtiment qui est pendant longtemps bâtiment de la jeunesse. C'était la résidence du cardinal Malula. Le cardinal Malula est même allé en exil à Rome. Mais tout fort qu'il était, tout président fondateur qu'il était, il a reculé. Il a reculé. Donc, je pense que le président a fait une bonne chose que de chercher à se réconcilier avec les catholiques et les protestants, parce que nous avons été formés par eux, et ça constitue une force morale, pas une force politique, pas une force militaire, mais une force morale. Une force morale. Alors, on voulait avoir votre point de vue par rapport à la loi électorale. Comme elle est, nous attendons qu'il y aura réforme de cette loi électorale. Quels sont les articles que vous pensez que ça doit être vraiment révisé pour avoir des élections crédibles? En fait, ce n'est pas tellement le problème de la loi électorale. C'est le problème des hommes. Le problème de la moralité des hommes. Le problème de l'éthique. C'est ce qui manque aux Congolais. Ce n'est pas la loi. Parce qu'une loi, il faut qu'on l'applique. Je vous donne juste, pour ne pas m'éterniser sur la question, la loi électorale prévoit que le PV des jours de l'élection doit être signé après qu'on ait fait la compilation, et le PV doit être, une copie doit être affichée. Mais cela n'a jamais été fait. Et pourtant la loi a prévu. La loi avait prévu que on ne ferait plus la compilation seulement au niveau central, que la compilation se ferait à la base et la base transmettrait. C'est ce qui a été prévu. Mais quand on a amené la machine à voter, la machine à voter n'était pas prévue dans la loi. On nous a imposé la machine à voter, qui n'était pas prévue dans la loi. Donc je crois qu'il ne faudrait pas trop rien que sur la loi. C'est notre comportement à nous, les hommes. Parce que si nous n'avons pas la force morale, si nous n'avons pas de l'éthique, quelles que soient les lois que nous allons élaborer, elles ne marcheront pas. Parce que déjà, nous n'appliquons pas les lois. Je venais de dire ici que prendre l'état de siège ou ceci, l'état de guerre, il faut une concertation. Mais si on ne se concerte pas, on n'informe pas, on profite de sa position, on prend une décision parce que ça vous arrange. Donc, est-ce que c'est un problème de la loi? Je ne crois pas. La loi, elle est là. Il faut l'appliquer et on a plutôt besoin des hommes et des femmes qui ont une éthique, qui ont une force morale et qui travaillent pour le bien de l'humanité. L'humanité commence d'abord par notre propre pays, le bien du peuple congolais, et je crois que le pays pourrait avancer. Question d'actualité, professeur. Vous avez suivi la grève des enseignants ici, les négociations par là sur la gratuité de l'enseignement, la manière dont elle a été mise en place, lancée, et puis les rétropédalages du gouvernement. Nous voulons avoir un commentaire. Vous êtes professeur d'université.
Bon, la Constitution a prévu la gratuité de l'enseignement, mais seulement de l'enseignement primaire. Mais la loi cadre a étendu la gratuité à l'enseignement général. L'enseignement général aujourd'hui, c'est les 6 années de l'école primaire plus les 2 premières années de l'école secondaire. Que le gouvernement et le président de la République aient décidé d'appliquer cette disposition constitutionnelle, personne ne peut leur faire des reproches. Parce que ça permet à tous nos enfants, où qu'ils se trouvent, d'accéder à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Personnellement, je pense que l'unique problème qu'il y a eu, c'est que, et très souvent, c'est chez nous les Congolais, on décide ou on agit et puis on réfléchit après. Non. La réflexion doit précéder l'action. Je crois que le gouvernement ne s'était pas donné suffisamment de temps pour réfléchir sur la mise en application de cette disposition constitutionnelle. Parce que dans les écoles, et pratiquement dans les écoles catholiques, même dans les écoles officielles, il y avait toujours la contribution des parents. C'est cette contribution des parents qui permettait maintenant aux écoles de donner un supplément de rémunération aux enseignants. Même nous, à l'université, nous recevons une prime qui a été calculée à partir de la contribution des parents. Quand les parents payent les Minerva pour leurs enfants, il y a une proportion qui est mise de côté pour pouvoir payer des primes aux enseignants à l'université. Et c'était la même chose. C'est-à-dire que quand vous supprimez la contribution des parents, il faut en même temps penser au complément que les enseignants recevaient à partir de la contribution des parents. Donc il faut alors que l'État prenne ça en charge. Ça c'est de un. De deux, ce qu'on aurait pu également faire, c'est de planifier. Au lieu de dire que ça entre en vigueur du jour au lendemain, on peut planifier. Cette année, on va faire ça. L'année prochaine, et ainsi de suite. Je crois que c'est un peu tout cela qui fait que, voilà pourquoi je commençais par dire, on agit d'abord et puis on réfléchit après. Alors que l'action est en aval, la réflexion doit être en amont. Il faut d'abord réfléchir, se donner le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, de voir toutes les implications politiques, financières, sociales et ainsi de suite, l'impact sur le budget de l'État. Et ça, les implications financières. Alors, quand vous mettez en œuvre une décision, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez confondu vitesse et précipitation, si vous avez d'abord agi avant de réfléchir, il va de soi qu'on arrive au rétro-pédalage auquel vous faites allusion. Très bien, professeur. On va terminer par cette question sur la loi sur la congolité, loi proposée par un Congolais, un homme politique. Selon lui, cette loi protégerait la souveraineté de notre pays, mais d'autres personnes pensent que c'est une loi dangereuse et discriminatoire. Que pensez-vous? Bon, d'abord, chaque peuple a le droit de s'autodéterminer. C'est dans la Charte des Nations Unies. Chaque peuple a le droit d'avoir ses lois conformément à ses us et coutumes, à sa culture, à sa philosophie, et ainsi de suite. Il n'y a pas de loi universelle. Sinon, nous aurions tous la même constitution. Nous aurions tous les mêmes lois. La loi sur la congolité
elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas, je crois, innovation. Les gens considèrent que c'est une innovation parce que le gros de la population congolaise, 60% de la population congolaise, sont jeunes. Mais en 1984, il y avait déjà une loi votée au Parlement pour dire, pour être candidat président de la République, il fallait être zaïrois de père et de mère. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas une innovation. Ne considérez pas ça comme une innovation. C'est déjà fait dans le passé. Ça existe dans d'autres pays. Chaque pays a sa manière d'élaborer ses lois, de protéger par exemple sa nationalité et ainsi de suite. Je pense personnellement que la loi ou le projet ou la proposition, parce que la personne qui a proposé n'est même pas parlementaire, il a réfléchi, il en a parlé, certainement a endossé, c'est comme ça que ça s'est fait, un parlementaire l'a endossé. Il y avait un problème d'opportunité, un problème disons de la période. On est dans une période préélectorale. Et il s'est fait malheureusement, c'est mon analyse, que la personne qui a proposé est de la même région que le président. Alors les gens ont directement pensé que c'est pour favoriser le président. Personnellement, je ne crois pas qu'il faille voir le problème de cette manière-là. Il faut voir qu'est-ce que le peuple congolais veut. Qu'est-ce que le peuple congolais veut? Est-ce que tout le monde peut devenir président de la République? Il y a les Congolais d'origine, et les Congolais d'origine sont connus. Il y a les Congolais naturalisés, des gens qui ont acquis la nationalité par naturalisation. Est-ce qu'ils peuvent aussi être élus président? Bon, un débat peut se faire pour dire un naturalisé peut être élu président à condition et ainsi de suite. Aux États-Unis, par exemple, si tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne peux pas aspirer à devenir président de la République. Si tu n'es pas né aux États-Unis. Il faut être né aux États-Unis. Donc, voilà, c'est les Américains, et ils ont pensé qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui a vécu ailleurs, qui est né ailleurs, là, ils ont préféré le droit du sol. Et il faut être né aux États-Unis. Le ius soli, comme disent les juristes. Il faut être né aux États-Unis. Alors, quand on est dans un pays où les frontières sont poreuses, où l'administration et surtout les services de l'état civil a été détruit à dessein, Donc, ça veut dire que ça vaut quand même la peine de prendre un certain nombre de précautions, de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais, j'ai suivi un jour un débat. Il n'y a pas nécessairement que le Congolais d'origine qui peut se battre pour le Congo, qui peut faire quelque chose pour le Congo. La preuve, nous l'avons suivi hier en France. Il y a une femme noire d'origine américaine qui est entrée au Panthéon français. Cette femme s'est battue pour la France. Cette femme a fait en France des choses que même d'autres Français n'étaient pas capables de faire. Un Zambien peut être au Congo, un Angolais peut être... Il y a des Angolais
qui sont au Congo, qui sont même devenus des Congolais, qui ont investi ici plus que beaucoup de Congolais. Donc, je crois que sur la question, il ne faut pas avoir une position tranchée. Il faut il faut travailler sérieusement sur la loi, de telle manière que la loi ne soit pas discriminatoire, que la loi ne puisse pas exclure, mais il faut aussi mettre des garde-fous pour que n'importe qui n'arrive pas au sommet de l'État, même parmi les Congolais. Parce qu'un Congolais peut être même une catastrophe pour son propre pays. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Professeur, un message à lancer à tous les Congolais qui vont nous suivre. D'ailleurs, j'ai eu des messages des Congolais à travers le monde, en tout cas, qui demandaient si les profs étaient en Europe ou à Kinshasa toujours. Est-ce que vous existez toujours? Il est là, le professeur Mokonda Bonza, un message à tous ceux qui vont vous suivre. Le message est simple. Chers frères, chères sœurs, le Congo, c'est notre pays. Notre hymne national nous a demandé de construire un Congo plus beau qu'avant pour les générations futures. On parle de la balkanisation, on parle de vendre le Congo et ainsi de suite. Non. Nous n'avons le droit ni de vendre notre pays, ni de le balkaniser. Nous devons tous travailler, nous, Congolais de l'intérieur, comme ceux de la diaspora. Nous devons continuer à travailler pour que le Congo reste un, indivisible, et nous devons travailler pour ramener la paix dans notre pays. Nous devons travailler pour ne plus continuer à être la risée du monde. Nous avons toutes les ressources dans notre pays. Si nous continuons à nous quereller comme nous le faisons, si nous continuons à perdre notre temps dans des futilités comme nous le faisons, si nous continuons à gérer très mal les ressources de notre pays comme nous le faisons, le Congo Hold Up vient de nous démontrer comment nos dirigeants gèrent notre pays. Si nous continuons sur cette lancée-là, le Congo risque de nous échapper. Et Dieu ne nous pardonnera pas, les générations futures ne nous pardonneront jamais. Donc, restons unis et travaillons tous pour reconstruire notre pays, reconstruire notre armée et sauvegarder l'unité, l'indépendance et la souveraineté de notre pays de manière à ce que le Congo, au centre de l'Afrique, soit véritablement la gâchette du revolver auquel faisait allusion Frantz Fanon. Professeur, nous vous remercions. Mais moi, je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous m'avez offerte.